Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la VAE et dédié plus spécifiquement aux modalités de financement des parcours de VAE. Ce webinaire vous est proposé par le CEDERP dans le cadre de l'animation régionale de la VAE en partenariat avec le certificateur ministériel des Hauts-de-France, représenté par l'AFPA, le DAVA d'Amiens et de Lille, la DRAF Hauts-de-France, la DRAGES, la DRETS et le réseau des universités. Et cette action bénéficie du soutien de l'État et de la région Hauts-de-France. Voici pour cette brève introduction. 4 temps forts vont rythmer ce temps d'information. Un premier chapitre sera consacré au parcours VAE et au rôle de l'architecte accompagnateur de parcours en matière de financement. On aura un second temps dédié plus spécifiquement aux missions et au rôle du CPF. Ensuite, nous verrons le financement côté salarié avec l'intervention d'un représentant des OPCO. Et nous verrons, pour terminer, le financement de la VAE côté demandeur d'emploi avec des aides et dispositifs qui leur sont dédiés. Et alors, pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Gaulier, adjoint à la sous-directrice des politiques, formation et du contrôle à la DGEFP, et Madame Sabrina Presti-Filippo, architecte, accompagnatrice de parcours. Soyez tous les deux les bienvenus. Bienvenue. Merci. Sabrina. Merci, bonjour. Alors Sabrina, vous êtes architecte accompagnatrice de parcours à l'AFPA. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle certification vous accompagnez des candidats? Oui, bien sûr. Donc, je suis sur le site de Liévin Arras et j'accompagne donc sur les titres professionnels du ministère du Travail ainsi que sur les diplômes santé sociale de niveau 3 à 5. Parfait. Merci Sabrina. Et nous avons le plaisir également d'accueillir Monsieur Laurent Gaulier. Bonjour Monsieur Gaulier. Bonjour Sébastien, bonjour Sabrina. Pour ma part, je suis donc, comme vous l'avez dit, adjoint à la sous-directrice des politiques de formation et du contrôle à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui est une direction d'administration centrale du ministère du Travail, qui s'occupe plus particulièrement des problématiques d'insertion, de politique d'emploi et de politique de formation professionnelle au sein de la sous-direction. En 2022, il a été décidé une réforme importante du dispositif avec 3 objectifs principaux. D'abord, simplifier la procédure relative à la VAE, qui était une des principales remarques quant à la difficulté pour les personnes dans leur tentative de mettre en œuvre ces dispositifs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de simplifier, faciliter l'étape de la recevabilité, en abrogeant la durée minimale d'exercice qui était initialement d'1 an, et puis en supprimant la liste des expériences qui pouvaient donner lieu à une VAE, et puis augmenter la durée du congé VAE qui permet à des salariés d'avoir un peu de temps pour organiser leur parcours et écrire notamment tout leur dossier de VAE, qui est quand même quelque chose d'important. Deuxième point, la sécurisation des parcours pour favoriser les réussites, parce que le deuxième écueil qu'on rencontrait sur la VAE jusque-là, c'était un taux de réussite qui était très limité. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner le candidat dès le début de son parcours, et c'est le rôle de Sabrina. Et puis la possibilité donc de réaliser des compléments de formation dans son parcours lorsqu'il lui manque quelques éléments pour pouvoir acquérir le diplôme ou la certification qu'il vise, puisque l'objectif de la VAE, c'est d'acquérir un diplôme ou une certification en faisant valoir son expérience. Et puis le troisième et dernier point, c'est la modernisation du dispositif en créant une plateforme informatique qui permet donc de gérer le dispositif de VAE, une plateforme qui s'appelle France VAE, qui concentre donc l'information pour l'usager, organise les différentes étapes du parcours et lui permet de contacter directement des architectes accompagnateurs. Et donc, ça centralise toutes les données et ça facilite à la fois l'accès pour les individus, mais aussi pour nous, en termes de politique publique, le suivi de la réalisation et des objectifs qui lui sont assignés. C'est vrai que cette plateforme, c'est vraiment un effort de simplification et c'est vraiment pensé avec une logique, on va dire, client, enfin une logique usager pour faciliter l'ensemble de son parcours. Merci beaucoup, Monsieur Gaulier.
je vais vous laisser la parole à nouveau. On va passer en revue un petit peu le parcours du candidat. Ça va nous permettre de voir les différentes étapes d'un parcours VAE de manière plutôt ramassée et de voir dans quelle mesure l'architecte accompagnateur de parcours a un rôle en matière de financement. Oui, merci Sébastien. L'idée, c'est donc d'abord que le candidat puisse s'informer sur la VAE. Il y a quand même plusieurs manières de le faire, à la fois le conseil en évolution professionnelle, les points relais conseils qui préexistaient, notamment gérés par les conseils régionaux, les OPCO qui sont aussi éventuellement des conseils plutôt sur la partie employeur, bien évidemment, puisque c'est leur principal public. Les employeurs aussi, dans le cadre de leur plan de développement des compétences, qui peuvent indiquer à un salarié qu'avec son expérience, il pourrait la valoriser dans l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre. Et puis France Travail, évidemment, pour les demandeurs d'emploi. Donc, une fois qu'on a réussi à s'informer sur le dispositif et qu'on voit à peu près ce qu'on cherche à faire, on peut débuter sa démarche VAE en s'inscrivant donc sur la plateforme France VAE, donc qui est l'adresse indiquée sur le PowerPoint. Mais aujourd'hui, il existe encore des moyens parallèles de réaliser une VAE, puisque toutes les certifications ne sont pas encore accessibles sur France VAE. C'est l'objectif que nous avons et on y travaille fortement depuis 3 ans. Donc, aujourd'hui, on peut encore le faire en plateforme en allant directement auprès d'un certificateur. Et donc, dans ce cas-là, on sélectionne la certification qu'on veut obtenir, donc que ce soit un titre ou un diplôme. Ensuite, le candidat peut solliciter un accompagnement. Il peut le faire lui-même tout seul dans son coin s'il le veut, mais alors c'est tout de suite un peu plus difficile. Et puis, ce n'est pas l'esprit de la réforme qui a voulu quand même qu'on puisse être accompagné. Donc, l'accompagnateur ensuite co-construit le parcours avec le candidat et puis l'aide à identifier les différentes pistes de financement. Merci, Monsieur Gaulier. Alors, Sabrina, c'est à ce moment-là que vous rentrez en jeu. Oui. De façon très concrète, quelles sont les premières actions que vous initiez avec le candidat, la VAE ? Donc, comme l'objectif de la VAE est de valider des acquis par son expérience, on vérifie déjà l'expérience qu'il a acquise au cours de son expérience professionnelle, mais pourquoi pas aussi d'engagements syndicaux ou associatifs, Oui. pour voir effectivement si le diplôme qu'il souhaiterait valider correspond bien aux compétences qu'il a acquises en entreprise. Donc, on définit un parcours avec le candidat pour qu'il puisse effectivement voir s'il a besoin de renforcer des compétences éventuellement ou en tout cas s'il est suffisamment solide pour viser l'ensemble des blocs de compétences et valider le diplôme. Et alors, la question du financement, c'est une question qui se pose très rapidement dans le parcours ? Oui. Comme en effet, encore quelques personnes n'ont pas anticipé le coût, on se charge en fait de faire, comme on l'a dit, co-construire son parcours. Donc, on propose un devis détaillé sur éventuellement le complément formatif qui peut être envisagé, les heures d'accompagnement, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc, par rapport effectivement à l'ensemble des possibilités de financement qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, qu'ils soient personnels, entreprises ou autofinancement. Merci Sabrina. Monsieur Gaulier, on va passer à la suite du parcours du candidat VAE. Donc ensuite, le candidat, il va élaborer son dossier de faisabilité, c'est ce que Sabrina indiquait, donc dans lequel il va évidemment rappeler son identité, ses expériences et la certification visée. Ensuite, l'accompagnateur émet un avis sur la recevabilité, le cas échéant, pour essayer de favoriser la réussite du parcours in fine. Et ensuite, le certificateur va se prononcer, lui, sur la recevabilité du dossier, donc la capacité potentielle à réussir le parcours. L'idée, c'est que la recevabilité, c'est l'avis du certificateur sur la faisabilité du projet, c'est-à-dire favoriser in fine la réussite. L'idée n'étant pas, évidemment, d'engager quelqu'un dans un parcours en sachant initialement qu'il y a à peu près aucune chance que la validation arrive au final. Et je rappelle par ailleurs que le modèle de dossier de faisabilité a été prévu dans un arrêté du 3 juillet dernier. Ensuite, le candidat peut suivre des formations complémentaires, on l'a indiqué, parce que
l'expérience ne permet pas forcément d'acquérir l'ensemble des blocs de compétences qui sont nécessaires pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme. Donc, dans ce cas-là, on peut compléter son expérience avec des actions de formation tout à fait classiques, mais qui permettent au final d'acquérir l'intégralité du diplôme ou du titre visé. Et puis, une fois qu'il est arrivé au bout de cette démarche, le candidat va constituer son dossier de validation et le transmettre au certificateur, ce qui va le préparer au passage devant le jury pour l'acquisition du diplôme au final. Merci. Sabrina, donc, au regard de votre expérience en qualité d'architecte, quelles sont les formations souvent qui peuvent être cofinancées ou financées dans le cadre d'un parcours VAE? Vous pensez auxquelles, vous, dans votre pratique? Alors, c'est vrai que tout dépend du diplôme qui est visé, mais il y a des formations réglementaires déjà qui sont nécessaires à obtenir avant le passage devant le jury. Je pense par exemple au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, aide-soignante ou accompagnant éducatif social. Il faudra produire l'attestation de formation de soins d'urgence de niveau 2. Pour un titre professionnel, assistante de vie aux familles, ça peut être une formation sauveteur secouriste du travail. Donc, tout dépend du diplôme qui est visé. Si on est, pareil, dans les métiers du bâtiment, ça peut être très bien des habilitations électriques, par exemple. Et donc, ces formations, elles doivent être identifiées en amont du parcours? Oui, tout à fait. Oui, oui. Comme ça, du coup, c'est plus facile pour organiser et l'accompagnement et la formation, donc préalable au passage devant le jury. Ça conforte un petit peu le candidat aussi, ça le rend solide en tout cas pour répondre aux questions des jurys. Très bien, merci Sabrina. Monsieur Gaulier, on va passer à la dernière partie du parcours d'un candidat à la VAE, celle du jury et de la notification. Oui, donc une fois que le travail de constitution de son dossier est terminé, le certificateur va proposer au candidat de passer devant un jury qu'il organise lui-même. Et le jury va se prononcer ensuite sur l'admission totale ou partielle, ou alors l'échec du candidat. Évidemment, ça peut arriver. La question et l'enjeu aujourd'hui pour nous, outre celle de faire rentrer l'intégralité des certifications sur la plateforme France VAE, c'est celle d'augmenter le nombre de jurys disponibles pour faire passer l'ensemble des candidats, parce que ça fait partie aujourd'hui un peu d'un goulot d'étranglement et qu'on essaye de solutionner, sur lequel on essaye de trouver des solutions pour favoriser la réussite des parcours et une durée qui soit raisonnable. Ensuite, une fois que les candidats sont passés devant le jury et que les résultats sont connus, le candidat peut ensuite bénéficier d'un entretien avec l'accompagnateur, alors qu'il ait réussi ou non, pour envisager les suites du parcours. Alors, évidemment, en cas d'échec, ça permet peut-être d'expliquer un peu pourquoi et les faiblesses du dossier, etc. Mais en cas de réussite, ça permet peut-être aussi de favoriser une orientation ultérieure. Très bien. Alors Sabrina, vous m'expliquiez en préparant ce webinaire que l'accompagnement a des conséquences, on va dire, très directes sur le succès de la VAE. Alors, c'est vrai qu'on co-construit, on travaille avec un candidat, donc on l'accompagne vraiment pas à pas, à son rythme. La réforme, en fait, a accéléré aussi le passage devant le jury. Donc, on est sur une durée d'accompagnement de 6 à 8 mois et on planifie, en fait, nos rendez-vous par rapport aux disponibilités du candidat. Et on essaie de définir des objectifs atteignables à chaque rendez-vous pour que la motivation du candidat reste intacte et puis qu'on évite les ruptures de parcours. Bien sûr. Donc, une conséquence vraiment directe sur sur la non-rupture, tout du moins, des parcours du candidat. Merci Sabrina. On va poursuivre cette fois-ci. Donc, on sait que la VAE, c'est à la fois un investissement de temps, un investissement personnel, un investissement également professionnel. Monsieur Gaulier, quels peuvent être les différents coûts à prendre en compte dans le cadre d'un parcours de VAE? Et il y en a plusieurs, mais je les verrai à titre d'information parce que en fonction du candidat ou de la certification choisie, les situations sont différentes et je crois qu'elles seront évoquées plus précisément par la suite du séminaire. Donc, il y a d'abord les frais qui sont liés à l'instruction du dossier de faisabilité. Ensuite, les frais d'accompagnement pour justement favoriser la réussite. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il y a des formations complémentaires qui peuvent être réalisées ou qui sont obligatoires. Donc là aussi, il faut trouver une modalité de financement pour celle-ci. Les frais de jury qui sont pris en charge de manière différente selon le certificateur. Et puis, en dernier lieu, il y a les frais annexes
transport, hébergement et repas qui peuvent donner lieu là aussi à des prises en charge ou non selon les situations. Et donc chacun va pouvoir expliciter ses points dans la suite du séminaire. Merci, Monsieur Gaulier. Alors, on vous a mis à titre informatif une étude de la Caisse des dépôts et consignations qui interviendra un petit peu plus tard. Cette dernière a réalisé une étude sur l'usage des fonds du CPF et en 2024, le prix moyen d'un accompagnement à la VAE, donc c'est une moyenne, est évalué à 2160 € pour une durée moyenne de 20 heures. On va rentrer de façon très pratique maintenant dans les leviers de financement mobilisables. On a réalisé un pattern qui vous permettra d'avoir une synthèse des différents leviers. On va commencer par le premier. Le premier levier de financement, ça va être le plus simple, le plus basique, l'autofinancement selon, on va dire, les fonds du candidat. C'est ça, Sabrina ? Oui, donc le candidat peut autofinancer son parcours VAE. C'est vrai que ce n'est pas forcément le plus sollicité, mais en effet, c'est une possibilité donc de financer par différents paiements type carte bleue ou chèque, en tout cas, son parcours intégral. Tout à fait. Très bien. Mais alors, de façon très pratique, quel est le levier de financement le plus mobilisé ? Actuellement, c'est le compte personnel de formation. On a aussi des financements d'entreprises en fait, qui sont partie prenante du projet VAE et qui financent tout ou partie d'ailleurs du parcours. Et c'est vrai que voilà, d'avoir une multitude de possibilités, en tout cas, permet de conforter le candidat et de se lancer dans le projet. Merci Sabrina. Vous me disiez, le principal levier mobilisé dans le cadre du financement de la VAE, c'est le CPF. Et donc, on va passer au second temps d'information. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Béatrice Carcel, analyste métier à la Caisse des dépôts et consignations, et M. Philippe Rivet, directeur de projet partenariat. Bienvenue à vous deux. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Carcel, je vais m'adresser directement à vous. La plateforme Mon Compte Formation a un rôle central dans le financement de la VAE. Qu'est-il possible de financer via le CPF? Que prévoient un petit peu les textes de loi? Vous le savez, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont éligibles au CPF. Par là, en fait, on attend les actions d'accompagnement d'un candidat à la VAE. Un accompagnement qui a été réformé fin 2022, comme le disait M. Gaulier, dans le cadre de la réforme de la VAE. Donc, depuis près d'un an maintenant, le CPF permet de financer la phase de pré-recevabilité qui, auparavant, n'était pas éligible au CPF. Et depuis cet été, depuis le mois de juillet, les conditions d'éligibilité des actions de VAE au CPF ont été définies et précisées par décret. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sont éligibles au CPF l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de VAE, ainsi que les frais de jury. Donc, on parlera. Monsieur Gaulier a déjà évoqué ce qu'étaient les frais liés à l'accompagnement, on le reprécisera un peu plus loin. Et puis, il faut savoir que donc, suite à la publication du décret, la Caisse des dépôts a mis à jour le guide des règles d'éligibilité de la VAE au CPF, qui explique de façon très détaillée ces règles et les bonnes pratiques à respecter par les organismes de formation. Merci, Madame Carcel. Quelle est l'offre aujourd'hui présente sur mon compte formation? Alors, aujourd'hui, la VAE, sur mon compte formation, c'est un peu moins de 1600 organismes de formation ou architectes accompagnateurs de parcours qui proposent des accompagnements à la VAE. Et ces prestations d'accompagnement à la VAE occupent tout de même la 3e place du top 5 des actions validées sur mon compte formation. Le parcours de recherche d'un accompagnement à la VAE est très simple pour les candidats. Après avoir lancé une recherche de démarche VAE en précisant la localisation, ça peut être aussi une prestation recherchée à distance, le candidat peut filtrer les résultats de recherche à l'aide de différents filtres, comme par exemple le nom de l'organisme accompagnateur ou le coût de l'accompagnement. L'une des forces du CPF, bien sûr, c'est le cofinancement. Cet accompagnement donc, à la VAE peut être cofinancé par différents partenaires,
selon donc les modalités que mon collègue Philippe Brivet va vous expliquer tout de suite. Merci Madame Carcel. Monsieur Brivet, c'est à vous. Bonjour à tous. Oui, comme l'a dit Béatrice, la plateforme Mon Compte Formation permet à des financeurs de la formation professionnelle d'être intégrés à la plateforme pour abonder le CPF de l'ensemble des titulaires. Il y a plusieurs modalités. Il y en a une qui vous est présentée sur cette diapositive. Ce qu'il faut que vous sachiez, en fait, c'est que le principe de l'abondement, il est très simple. Il consiste à dire que un financeur peut intervenir chaque fois qu'un titulaire n'a pas suffisamment de droits CPF pour acheter une formation sur la plateforme. Ça concerne la VAE, ça concerne en fait toutes les formes de formation, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la VAE. Donc, la première modalité que vous voyez apparaître sur cette diapositive, c'est ce qu'on appelle l'abondement automatisé. C'est un processus qui est indiqué sur les différents petits icônes qui apparaissent sur la diapo. Pour faire simple, l'abondement automatisé, c'est un processus qui est ouvert essentiellement à des financeurs qui veulent effectuer des abondements de masse. Exemple qu'on a vu sur la diapositive précédente, les OPCO, les branches. Exemple, les régions, les conseils régionaux. Exemple, les FAF. Il peut y en avoir d'autres. Tous les financeurs peuvent être concernés. Le principe est simple. Il consiste à dire qu'un financeur définit 3 éléments. D'abord, la liste des cibles qu'il veut viser, les salariés, les demandeurs d'emploi, les seniors, les juniors, enfin les jeunes de moins de 26 ans, etc., etc. Donc, la cible. Les formations éligibles, la VAE par exemple. Et puis, troisièmement, les modalités d'abondement, c'est-à-dire combien d'abondement sera versé sur le CPF du titulaire. Et une fois que ces éléments sont réunis, une fois qu'on les a constitués, on signe une convention avec le partenaire, l'OPCO, la branche, le conseil régional, d'autres financeurs, les FAF, et automatiquement, je dis bien automatiquement, le processus d'abondement permet au titulaire d'accéder à l'abondement complémentaire chaque fois qu'un titulaire correspond à tous les critères définis par le financeur. Merci. Alors, nous avons vu la logique d'abondement. Maintenant, nous allons passer à la logique de dotation. Alors, la logique de dotation, elle est un tout petit peu différente. C'est le même principe de manière globale. Dans le processus précédent, vous avez vu qu'en fait, il s'agissait de remettre de l'argent sur le CPF d'un titulaire qui n'avait pas suffisamment de droits pour acheter une formation. Si le titulaire veut faire à titre individuel une VAE ou toute autre formation, il peut aussi s'adresser à son employeur. Il peut aussi s'adresser à un financeur. Mais souvent, les dotations sont effectuées par les employeurs, c'est-à-dire les entreprises. En fait, un titulaire, il est salarié d'une entreprise, il a un projet, il va le présenter au service RH ou à son patron et lui demande de l'accompagner. La dotation consiste en fait en une aide individuelle versée par l'entreprise là dans l'exemple, sur la VAE, aujourd'hui c'est ce qui nous occupe, et pour telle ou telle personne. C'est un processus individuel différent du processus de masse que j'ai présenté dans la modalité 1. Ce qu'il faut que vous sachiez dans le dispositif de dotation, c'est que c'est un processus qui est extrêmement simple pour l'employeur. Il y a 4 éléments à remplir sur notre plateforme. Le numéro de sécurité sociale du titulaire, son nom de naissance, le montant qu'il veut lui attribuer et la certification ou le diplôme qu'il vise. Une fois qu'il a versé les fonds, on rajoute l'argent sur le compte CPF de la personne. Donc voilà, c'était l'objet de cette diapositive numéro 20. Sur la diapositive 21, vous avez un autre exemple qui est celui de France Travail, qui est présent sur notre plateforme depuis juillet 2020, si je ne me trompe pas. Donc, depuis juillet 2020, France Travail propose des abondements sur instruction à tous les demandeurs d'emploi qui en font la demande. C'est un processus un petit peu différent de l'abondement automatisé. Dans l'abondement automatisé que je vous ai présenté il y a quelques diapositives, le processus est automatique, comme son nom l'indique. Alors que là, c'est un processus dit sur instruction. La France Travail dit
est saisi d'une demande d'abondement et répond oui ou répond non. C'est le principe qui a été mis en place avec France Travail dans le cadre d'une convention qu'on a signée avec eux depuis des années. Merci, Monsieur Brivet. Madame Carcel, je vous donne à nouveau la parole. Donc, on va retrouver notre fiche descriptive de dispositif de financement. Celle-ci est consacrée au CPF. Je vous laisse la parole. Donc, le CPF, en fait, permet de financer un périmètre qui est bien précis, qui a été défini par le décret publié en juillet dernier. Donc, c'est l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de VAE ainsi que les frais de jury. C'est-à-dire, en fait, l'accompagnement dédié à la construction du dossier de faisabilité, plus l'accompagnement dans l'élaboration du dossier de validation, plus les frais de passage devant le jury. C'est ce qu'on entend par totalité du parcours de VAE. Et le cas échéant, le CPF peut également financer les formations complémentaires ou les formations obligatoires qui sont rattachées à une certification et l'entretien post-jury. Ensuite, il y a également des conditions à respecter pour chacune des parties prenantes, c'est-à-dire que les architectes accompagnateurs de parcours doivent être à la fois référencés sur mon compte formation et inscrits sur la plateforme France VAE. Le candidat qui veut financer son parcours de VAE par le CPF doit être bien évidemment inscrit sur mon compte formation. Et si la certification qu'il vise a été mise en visibilité sur France VAE, il doit initier son parcours sur cette plateforme France VAE. Et concernant les modalités de paiement, bien en fait, la Caisse des dépôts paye directement l'architecte accompagnateur de parcours suite à la transmission des éléments de facture qu'il aura produits, et ça à partir de la plateforme EDOF, qui est relative aux organismes de formation sur le CPF. Point de vigilance concernant les frais d'examen. Ah, mais bien sûr, petit point de vigilance, tout à fait. Les frais d'examen, alors qu'est-ce qui n'est pas finançable par le CPF? En fait, c'est ça qui est important. C'est déjà les frais d'examen du dossier de faisabilité ne sont pas finançables par le CPF car il ne s'agit pas de frais liés à un accompagnement. Et puis, les frais de jury seuls ne sont pas finançables non plus par le CPF. Ils doivent être financés dans le cadre d'un accompagnement global, en fait. Très bien, merci Madame Brivet. Vous êtes référencée sur mon compte formation? Oui, on est organisme de formation à l'AFPA et Calliope, donc conditions nécessaires pour être référencé sur France VAE et pouvoir bénéficier du CPF. Merci à vous. Un grand merci à vous deux. Avant de se quitter, comme Mme Carcel l'a rappelé, vous retrouvez via le chat le lien vous permettant d'accéder vers le guide des règles d'éligibilité des actions VAE au CPF. C'est vraiment une bible, c'est très concret, très pratique pour pouvoir référencer ces actions. Madame Carcel, Monsieur Brivet, merci pour vos interventions. On se retrouve en fin de webinaire pour le temps de questions-réponses. À tout à l'heure. Merci. Sabrina, tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Eh bien, troisième temps de ce webinaire dédié au financement des parcours de VAE, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sandrine Vernière, déléguée régionale de l'OPCO Uniformation. Tout à fait. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sandrine Vernière, je suis déléguée régionale pour les Hauts-de-France pour l'OPCO Uniformation. Et mon rôle aujourd'hui consiste à vous représenter rapidement les OPCO et expliquer comment les entreprises et donc les salariés peuvent ensuite bénéficier des services que l'on propose. Avant cela, l'OPCO Uniformation, quelle est sa spécialité, sa coloration? Tout à fait. Alors, Uniformation, nous sommes l'OPCO dit de la cohésion sociale. Et en fait, nous accompagnons les entreprises qui s'engagent eux-mêmes dans l'accompagnement des personnes dans toutes les étapes de leur vie. C'est-à-dire, on va retrouver l'accompagnement social et éducatif, on va retrouver les associations d'aide à domicile, on va retrouver les structures d'emploi et insertion ou encore les structures d'habitat social. Alors, Madame Vernière nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui et puis la gentillesse également de vous présenter les dispositifs mobilisables au titre des OPCO. Et donc, Madame Vernière, quelles sont les missions de ces OPCO?
Alors, les OPCO. Aujourd'hui, les OPCO sont au nombre de 11 depuis 2019. Auparavant, pour ceux à qui ça parlerait mieux, on parlerait des opérateurs collecteurs agréés. Aujourd'hui, on parle d'opérateurs de compétences. Nous sommes donc au nombre de 11. On ne les citera pas tous aujourd'hui, mais vous pouvez facilement les retrouver en ligne. Et chaque OPCO va accompagner un certain nombre de branches professionnelles. Ce qui va, en général, le regroupement se fait au regard de critères de cohérence, de filières, de métiers, de compétences au sein de ces branches professionnelles. Donc, les missions des OPCO sont de 3 ordres. La première est bien sûr de financer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Ça, c'est la première des missions, et de développer l'alternance, d'apporter un appui technique aux branches professionnelles, notamment dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et accompagner les petites et moyennes entreprises dans la détermination de leurs besoins emploi-formation, et notamment au regard des mutations économiques qu'elles peuvent rencontrer. Et pour ce faire, elles ont un outil qui est essentiel, qui est le plan de développement des compétences. Donc, on va faire un focus aujourd'hui sur le plan de développement des compétences. Donc, on a 2 outils pour les OPCO. Principalement. Vraiment, pour financer l'AVE, principalement parce que les OPCO ont beaucoup plus d'outils en leur possession, à leur actif. Nous, on va se focaliser sur 2 outils pour cofinancer l'AVE. Donc, le premier, c'est le plan de développement des compétences. Voilà, et on évoquera ensuite l'APRO-A. Alors, le plan de développement des compétences, c'est un outil qui regroupe l'ensemble des projets de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, qui accompagne la mise en œuvre des missions et des activités de l'ensemble des salariés d'une entreprise. Le PDC, ce qu'il faut bien retenir, relève du pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire l'employeur décide des actions qu'il va inscrire au sein de ce plan de développement des compétences. Il y a cependant une spécificité au titre de la VAE qui est importante. La VAE peut être à l'initiative de l'employeur et donc inscrite au plan de développement des compétences, mais pour ce faire, elle va nécessiter l'accord du salarié. On ne peut pas engager un salarié dans un parcours de VAE sans son accord. Elle peut également être à l'initiative du salarié, mais à ce moment-là, il faudra obtenir l'accord de l'employeur pour que cette action soit inscrite au plan de développement des compétences. Et par conséquent, pouvoir bénéficier des financements qui y sont associés. Merci. Si on rentre dans le détail, en reprenant un petit peu le masque diapositive qui présente les différents financements, quels sont le périmètre de financement qui peut être couvert par le plan de développement des compétences? Alors, les actions, enfin, du moins les champs qui sont couverts par le financement éventuel des OPCO, notamment à travers le plan de développement de compétences. Je préciserai quand même que le plan de développement des compétences est un outil à la main de l'employeur qui peut lui-même dégager des fonds pour financer ses actions. Ce qui peut être pris en charge dans le cas de ce financement, ce sont les frais d'examen du dossier de recevabilité, les frais d'accompagnement du candidat, les formations, enfin le coût des formations qui est obligatoire pour pouvoir accéder à une certification ou les éventuels modules de formation complémentaires, les frais d'évaluation, donc les frais de jury, et ensuite nous parlons aussi des frais annexes et de rémunération. Tous ces champs peuvent être pris en charge par les OPCO dans le cas du plan de développement des compétences. Par contre, comme je représente aujourd'hui l'ensemble des OPCO, selon les critères propres à chaque OPCO et selon les orientations des branches professionnelles qui peuvent décider d'accompagner plus avant cette typologie d'action. Il y a des branches plus ou moins volontaristes, j'imagine? Alors, il y a des branches plus ou moins volontaristes. C'est une question effectivement de politique de branche et d'axes prioritaires qui auront été définis par chacune. Donc, aujourd'hui, on a des branches professionnelles qui s'engagent dans la VAE en augmentant, par exemple, le nombre d'heures de formation complémentaires qui peuvent être prises en charge, par exemple. Mais globalement, la VAE est un dispositif qui est porté par l'ensemble des branches professionnelles. Merci. Alors, les critères d'éligibilité, donc c'est propre à chaque OPCO, bien entendu. Tout à fait. Les critères d'éligibilité, au niveau de la VAE, ce sont les critères d'éligibilité, pour tout candidat à la VAE. Il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Ça, nous, on va respecter ça, comme le fait de s'inscrire sur la plateforme France VAE. Nous, on va faire en sorte d'intervenir ensuite sur le financement. Donc, ce qui est important de retenir en fait aujourd'hui, c'est que quand vous êtes amené à accompagner un candidat dans le cadre de la VAE, pensez à lui indiquer de se rapprocher de son employeur si ce n'est déjà fait, et si bien sûr il en a la volonté,
il peut tout à fait agir en son nom propre, mais il peut se rapprocher de son employeur pour envisager avec lui un financement sur cette partie plan de développement des compétences. C'est vrai que c'est le réflexe à avoir, vous, accompagnateur ou accompagnant des candidats dans leur parcours. Ayez le réflexe OPCO. Pour trouver son OPCO, France Compétences a édité un petit outil très pratique. Tout à fait. Vous allez sur le site de France Compétences. Vous avez un module « Trouver mon OPCO » qui va être utilisable avec souvent le code IDCC de l'employeur qui peut être retrouvé sur la fiche de paye du salarié. Donc, je vous invite à vous connecter au site de France Compétences pour vérifier avec le candidat quel serait l'OPCO possiblement sollicitable. Ce qu'il faut entendre quand même, c'est que pour le salarié, quand c'est la clé d'entrée, c'est le salarié doit, lui, se rapprocher de son employeur qui fera la démarche auprès de l'OPCO. Voilà, le salarié n'a pas la capacité à faire la démarche en direct auprès de l'OPCO. Merci beaucoup. Alors, on a vu le premier dispositif, le plan de développement des compétences, et le second levier qui peut être actionné, c'est la PROA. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de dire encore, jusqu'à la fin de cette année 2026, on a un dispositif qui est la PROA, la promotion ou reconversion par l'alternance, qui va permettre également de financer des actions de VAE. La spécificité de la PROA, qui relève du champ de l'alternance, c'est qu'il y a un certain nombre de critères d'éligibilité, un peu plus restrictifs. Cela concerne les salariés en CDI. On parle aussi des CUI ou des CDD de sportifs pour les sportifs de haut niveau, par exemple, mais principalement donc les salariés en CDI dont le niveau de formation est inférieur ou égal à un bac+2, donc à un niveau 5, si je ne me trompe pas, parce qu'avec la nomenclature qui change, je vous avoue que je ne suis pas toujours au fait. Donc, ce premier critère, c'est d'être en CDI et d'appartenir à une branche professionnelle qui a signé un accord listant les certifications éligibles à la PROA. Très bien. Donc, pareil, dispositif qui peut être mobilisé pour le salarié avec l'accord de l'employeur. Ce dispositif est amené à disparaître en tant que tel d'ici la fin de l'année et à être remplacé en 2026 par la période de reconversion pour laquelle on attend les modalités les plus précises. Merci beaucoup. Un grand merci, Madame Vernière. On voulait également vous parler d'une autre possibilité, c'est bien entendu la VAE collective, qui peut être initiée par une collectivité à destination de plusieurs collaborateurs volontaires. Elle peut être initiée donc par des entreprises, des branches professionnelles, des OPCO ou encore Transition Pro, ou encore des collectivités territoriales ou même France Travail. C'est vraiment un levier de transformation RH important et qui a un fort engagement tant au niveau individuel qu'au niveau du collectif de l'entreprise. Et pour accompagner ces démarches de VAE collective, France VAE a ouvert sur son portail un onglet dédié pour faciliter ces démarches de VAE collective. Je me permettrai juste de repréciser, de penser à solliciter les employeurs et donc les OPCO dans le financement également du temps passé en jury. Parce qu'on sait que parfois, on a du mal à trouver des candidats pour participer au jury des VAE. Or, certaines branches professionnelles, à travers les OPCO, sont en capacité parfois de financer ce temps passé par les salariés en tant que membres de jury. Et c'est vrai que ça peut être un réel soutien pour les parcours de VAE. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Autre dispositif, donc nous avons vu les dispositifs pour les salariés. Il y a également d'autres dispositifs que nous n'avons pas cités mais qui existent. On pense au dispositif de transition collective porté par Transition Pro et au dispositif de prévention, usure, reconversion qui peut être mobilisé pour financer une VAE grâce au point du C2P, le compte de pénibilité. Et puis on fait également un petit pas de côté, on pense également aux salariés intérimaires et aux FPETT. Donc les entreprises de travail temporaire peuvent également utiliser leur budget FPETT pour des actions d'accompagnement à la VAE. Donc on vous invite à vous rapprocher de ces structures respectives en fonction de la typologie du candidat accompagné. On va passer au dernier temps de ce webinaire. Donc, nous avons vu le financement, les leviers de financement mobilisables pour les salariés. Maintenant, on va passer aux leviers de financement mobilisables pour les demandeurs d'emploi. Et j'ai le plaisir d'accueillir M. Cédric Bruche, responsable de service à la DFP du Conseil régional des Hauts-de-France, ainsi que Mme Mina Abki, référente régionale VAE.
au titre de France Travail. Alors, Monsieur Bruch, bonjour. La région des Hauts-de-France est une région volontariste en matière de VAE et elle propose notamment une aide dédiée à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. C'est ça? Bonjour à tous. Oui, en effet, c'est bien ça. La région donc accompagne les demandeurs d'emploi en abondant pardon, les comptes personnels de formation. Donc le chèque Pass VAE a pour objectif de faciliter les projets de formation des demandeurs d'emploi en venant soutenir et financer l'accompagnement dispensé par les architectes accompagnateurs de parcours. Donc c'est ouvert au public qui ont au moins 18 ans, qui sont domiciliés en région de France et qui sont inscrites à France Travail ou en recherche d'emploi dans la limite de 24 heures semaine. Voilà, donc les activités à temps partiel peuvent aussi, les salariés à temps partiel peuvent aussi ouvrir droit à cet abondement. Donc il s'agit donc d'apporter une aide un peu technique, méthodologique, en venant soutenir et financer l'architecte accompagnateur qui doit être bien évidemment identifié et référencé sur le portail et être certifié Calliope au titre des actions VAE. Le chèque pass intervient donc en complément du montant acquis sur le CPF par le demandeur d'emploi. Et donc, si l'usager, le candidat, dispose d'un montant suffisant pour couvrir cet accompagnement, le CPF VAE, le chèque VAE n'est pas éligible du coup, puisqu'on viendra financer l'intégralité via le CPF et non pas via l'abondement. Par contre, il n'y a pas de minimum requis. À une époque, il existait un seuil sur la mobilisation du CPF au titre de la région de France. Désormais, ce seuil a été supprimé, donc il n'y a pas de minimum attendu sur le CPF. L'aide régionale est directement versée à l'organisme de formation par le biais de la Caisse des dépôts et de consignation, qui est gestionnaire pour la région en Hauts-de-France de cet abondement chèque pass VAE. Le montant de l'accompagnement est plafonné à 1 100 €. Et donc, si, on l'a vu tout à l'heure, le montant proposé par la région n'est pas suffisant, le candidat, le demandeur peut venir financer par d'autres financeurs ou sur ses fonds propres pour sa démarche engagée en termes de VAE. Je précise que le chèque pass et l'accompagnement à la VAE n'ouvrent pas droit à une rémunération au titre d'un statut de stagiaire de la rémunération, de la formation, et que une précaution, c'est que le démarrage de l'action ne peut se faire avant la demande. Donc, il faut obtenir l'accord du financement de la démarche VAE avant de démarrer l'action. L'abondement ne peut se faire et ne peut être accordé si la VAE a débuté. Très bien, merci Monsieur Bruch. Alors, on a des participants qui viennent d'autres régions, donc le réflexe, c'est de consulter, bien entendu, votre conseil régional. Il y a d'autres régions qui sont également très volontaristes en matière de VAE, comme la région Hauts-de-France. On pense notamment à la région Normandie, qui propose une aide pour financer l'accompagnement. Il y a également la région Bourgogne-Franche-Comté, qui prend en charge une partie des frais de formation complémentaires. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a également un financement pour les travailleurs en ESAT. Donc bref, ayez le réflexe de vous rapprocher de vos régions pour voir quels financements peuvent être mobilisables pour accompagner des demandeurs d'emploi. On sait que la VAE peut être un levier puissant pour une personne en recherche d'emploi. Monsieur Bruch, un grand merci. J'ai passé la parole à Mina Abki. Bonjour Mina. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, vous êtes la référente VAE pour France Travail sur le périmètre des Hauts-de-France et vous allez nous présenter une aide spécifique, l'aide régionale à la VAE de France Travail. Voilà. Donc, l'aide régionale à la VAE de France Travail, comme c'est bien noté. Donc, juste un petit en introduction, hein, donc pour dire qu'en Hauts-de-France, et dans le cadre de l'application du principe de complémentarité par rapport déjà au financement existant, comme
ici en Hauts-de-France l'intervention du conseil régional pour la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Donc, France Travail Hauts-de-France intervient uniquement et uniquement pour les frais annexes. Donc, je vais vous décliner ce qu'on entend par frais annexes. Donc, les frais annexes, c'est bien hors prestation d'accompagnement et hors, c'est ce que je disais au moment où ça avait coupé, et hors frais de recevabilité. Nous n'intervenons qu'à partir du moment où la personne a bien sa notification de recevabilité. Donc, voilà, comme ça a été dit, j'ai vu aussi également dans les questions de nos auditeurs. Donc oui, dans les frais, bien évidemment, il y a la prestation d'accompagnement, il y a les frais de jury, les actes formatifs, obligatoires ou complémentaires, mais la VAE a également un coût, ne serait-ce que pour un candidat des Hauts-de-France qui doit se rendre à Marseille, par exemple, pour la session de jury. Les sessions de jury, ce n'est pas encore en distanciel. Et donc, ça, pour nos demandeurs d'emploi, donc nous intervenons. Donc, le périmètre de l'aide, on va trouver au niveau des frais annexes l'étude des frais de recevabilité, donc le travail qui est fait par l'architecte accompagnateur de parcours. Donc, cette partie-là. On va retrouver également les frais d'inscription, donc principalement pour l'enseignement supérieur hors France VAE, puisqu'on nous a annoncé que normalement ça disparaîtrait pour toutes les certifications de l'enseignement supérieur qui intégrerait France VAE. Donc néanmoins, ça a un coût. Et puis, les frais de constitution de jury, et donc il y a les frais de déplacement. Bien évidemment, il y a des conditions d'éligibilité, des conditions de distance à tout ça. Les critères d'éligibilité, les prérequis, il faut bien évidemment être inscrit en tant que demandeur d'emploi, avoir obtenu donc la recevabilité, ce que je disais tout à l'heure, et avoir fait la demande auprès de France Travail avant le démarrage de l'accompagnement. Et les modalités, bien évidemment, de versement, c'est comme pour tout à l'heure pour la prestation d'accompagnement, ça sera versé directement au certificateur ou au valideur par rapport à l'étude des frais de recevabilité ou les frais d'inscription pour éviter, bien évidemment, aux demandeurs d'emploi d'avancer les frais. Et pas de remboursement des frais si la personne les a avancés, ce qui peut parfois arriver. Parce que la personne, elle l'apprend a posteriori et donc nous ne remboursons absolument pas les frais. Juste encore une petite précision. Je disais tout à l'heure que France Travail intervient en complémentarité des autres modes de financement. Et on n'intervient absolument pas en abondement du CPF. En tout cas, c'est la position de la région des Hauts-de-France, de France Travail des Hauts-de-France, puisque chaque région France Travail intervient comme elle le souhaite, comme elle en a décidé par rapport au financement de la VAE, en abondement ou pas. Voilà. Il y a une complémentarité avec la région des Hauts-de-France. Donc, et à ce titre, nous n'intervenons pas en abondement CPF ni dans le cadre de frais que nous pourrions prendre en charge dans le cadre d'une formation. Merci Mina. Donc on a bien retenu, France Travail intervient en complémentarité de l'aide régionale proposée par la région Hauts-de-France. La région Hauts-de-France est plus focalisée sur l'accompagnement à la VAE et France Travail vient en soutien sur les frais annexes. Pour les personnes qui nous suivent d'autres régions, là encore, un réflexe, consultez votre conseiller France Travail pour voir les modalités et les aides disponibles au sein de votre région. Mina, une petite question. Comment faire la demande à France Travail pour le financement de ces frais? On passe par qui concrètement? Le plus simple, on se rapproche de son agence, de son agence France Travail et on rencontre son conseiller avec la notification de recevabilité. Et, pour les frais annexes, donc bien évidemment, il y a des délais puisque, voilà, mais on se rapproche de son conseiller et avant d'engager quoi que ce soit. Très bien. Mina, Cédric, un grand merci pour vos interventions. On va voir d'autres catégories pour les travailleurs non salariés, mais également pour les fonctionnaires.
Très rapidement, on peut penser aux salariés indépendants, aux professions libérales, aux artisans également, qui peuvent solliciter à la fois le CPF, mais également le compte d'engagement citoyen, leurs fonds propres, comme évoqué, également les fonds d'assurance formation. Les fonds d'assurance formation, il y en a un certain nombre en fonction de la qualité de la personne. On pense aux fonds d'assurance des artisans, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs du vivant, des professionnels libéraux ou encore des professions médicales. On vous a listé, donc là encore, un autre réflexe à avoir. Pourquoi ne pas consulter les fonds d'assurance formation pour voir les financements mobilisables pour ces publics. Dernier public et très rapidement, les salariés de la fonction publique. Là, on vous invite à vous rapprocher du plan de formation de la collectivité en attendant la transposition des textes de loi au code de la fonction publique et de l'ouverture de la plateforme France VAE que nous souhaitons rapidement aux salariés de la fonction publique. Dernier point, pour s'informer et obtenir des conseils, on valorise bien entendu les points info VAE. Les points info VAE, vous les retrouvez sur le portail de France VAE et en Hauts-de-France, on a 70 espaces d'accueil physique et téléphonique qui vous permettent d'accueillir les candidats pour élaborer ensemble leur parcours. Ces centres sont portés par l'AFPA, les centres de validation agricole, le CNAM, les DAVA d'Amiens et de Lille, la DRAGEST ou encore les universités. C'est vraiment des professionnels de la VAE. C'est l'occasion d'obtenir des informations, soit dans le choix de la bonne certification, dans les modalités de parcours ou encore les modalités de financement. Vous retrouvez cet annuaire sur le portail de France VAE, mais également sur le site du C2RP, avec le chemin suivant, section des outils pour se former, annuaire des lieux d'accueil, et vous sélectionnez le réseau .info VAE. Avant de passer au temps de questions-réponses, quelques ressources. On vous a mis les coordonnées de notre référente Sabrina, architecte accompagnatrice de parcours. Vous avez également un lien vers l'outil « Quel est mon OPCO ?» pour identifier l'OPCO de référence. On a également à votre disposition, en qualité de Cariforef, on met à votre disposition un dossier complet sur la VAE, retrouver le rôle des différents acteurs, les financements mobilisables, les ressources, des outils et des ressources à votre disposition, comme des schémas explicatifs, des chiffres clés de la VAE, des webinaires ou encore des podcasts pour faciliter l'appropriation du dispositif. Et on vous encourage également à vous abonner, si vous le souhaitez, à la newsletter Info VAE Hauts-de-France pour connaître les dernières évolutions législatives et connaître les animations en région. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci encore de votre mobilisation. Donc, merci Sabrina Presti-Filippo, architecte accompagnateur de parcours à l'AFPA. Merci Laurent Gaulier, adjoint à la sous-directrice des politiques de formation et de contrôle à DGEFP. Merci Madame Béatrice Carcel, analyste métier à la Caisse des dépôts et consignations. Merci Monsieur Philippe Brivet, directeur des projets de partenariat également à la Caisse des dépôts et consignations. Madame Vernière, merci. Donc, délégué régional à l'OPCO Uniformation. Monsieur Cédric Bruche, responsable de service à la DFP au Conseil régional des Hauts-de-France. Et Madame Minaki, référente régionale VAE à France Travail. Je remercie les équipes du C2RP, Xavier, Lila, et puis également l'AGFIP pour le prêt de leurs locaux. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée et au plaisir de vous retrouver pour un nouveau temps d'information. Au revoir à tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.